c'est pour ça que nous, à DCI, on s'est tenu un peu à l'écart de tout ça. Parce qu'on ne voyait pas la colonne vertébrale directrice. Dans cette période de crise, de tension, on a créé la CAPSI avec Madame Simone Gbagbo, on dit de ne plus l'appeler Simone Gbagbo, et Yves, et tous les autres. Après, on a créé le Front commun. Et puis finalement, on ne savait plus qui faisait quoi. Les candidats potentiels de ces grands partis ont été écartés. Après, il y avait un choix politique à faire. Et nous, en tant qu'ADCI, quand on a été rencontré le président Gbagbo Laurent, nous avons donné nos positions à nous. Nous nous sommes dit, pour recréer une sorte de cohésion dans l'opposition, à partir du moment où les candidats potentiels ont été écartés, qu'on fasse contre mauvaise fortune bon cœur et qu'on démontre au RADP qu'on avait la possibilité de se mettre au-dessus de nos intérêts particuliers pour poser la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, de prendre le RADP à son propre piège en disant, c'est vrai que Gbagbo est écarté, Thiam est écarté, d'autres ont été écartés, mais il y a 3 personnes de l'opposition qui ont été retenues. Et par conséquent, on peut se regrouper derrière un de ces candidats-là et faire campagne pour lui. À partir de ce moment-là, on est dans la République et le 25 octobre, on a les moyens de revendiquer une victoire. C'était ça notre schéma à nous. Malheureusement, nous avons été mis en minorité et ce qui devait être déployé a été déployé. Et on a vu son inefficacité sur le terrain. Et les gens sont allés sur le terrain en victime expiatoire, ils ont été râpés et finalement ils se sont retrouvés en prison. Pour résumer toutes ces incohérences surtout de l'opposition, vous avez dit récemment, et je cite, « Nous ne voulons pas nous fondre dans un système que nous ne maîtrisons pas. » Et voilà. Justement, tout simplement. C'était ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'alternance politique qu'on pourrait voir aujourd'hui, voir émerger ou bien voir luire en Côte d'Ivoire, cette alternance politique ne pourrait pas passer tout de même quand même par une union forte de l'opposition? Oui, mais pour quel intérêt, pour quel objectif? C'est ça. Les unions s'organisent dans un objectif précis. À partir du moment où... D'un type d'union, d'alternance du moins. D'alternance tout de même. Oui, mais en même temps, le combat est en quelque sorte empoisonné par les sorts juridiques des acteurs. Quand vous avez le président Gbagbo qui est privé de ses droits civiques, ça fait que le combat de son parti, c'est la réhabilitation de son leader. Et donc, tant que ce combat de réhabilitation est là, vous ne pouvez pas poser le principe d'une union qui exclut le président Gbagbo comme acteur principal. Ça, c'est compliqué. Quand vous prenez le cas de Thiam, il est en dehors du pays depuis presque 1 an. Quelque union que vous chercherez à construire ne pourra pas se construire tant que les conditions ne sont pas réunies pour que lui rentre au pays et qu'il prenne sa place. Et donc, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au président Ouattara. Il a cette capacité d'anticipation qui permet de dérouter ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a pratiquement 5 coups d'avance. Ce qui va se passer dans 5 ans, et il le pose comme acte aujourd'hui. Ce qu'il a posé comme acte, j'allais dire, anticipatoire par rapport à Gbagbo et aux autres, fait qu'aujourd'hui, l'opposition est complètement à la ramasse, à la rue. Au lieu de poser le combat de la réforme des institutions, de la réforme du code électoral, de la CEI et tout ça, comme valeur absolue, le PPACI a ce combat-là de réhabilitation de son leader. De libération des prisonniers. Et voilà, de libération des prisonniers. C'est tout du rébellat. 2020-2025, c'est pareil. Tout ça est lié à quoi? À une seule personne. Au président Ouattara. Réhabilitation, libération des prisonniers. C'est lui qui est au cœur du jeu. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une position qui est structurée parce que les combats qui concernent sont d'abord internes au lieu d'être nationaux. On va s'intéresser à ces leaders politiques. On les a longtemps cités lors de cette interview, que ce soit le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo. On va parler de ces leaders. Mais bien avant, justement, avant de parler de tous ces leaders, on vous a souvent présenté, vous, comme le pion du président Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous répondez? Pourtant, je l'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais rencontré physiquement. On s'est jamais parlé. Donc, je suis pas du tout son pion. J'ai mon mouvement à moi, qui a vocation aussi à conquérir le pouvoir d'État demain. On a aucune envie de se fondre dans un parti politique classique. C'est tellement clair et c'est tellement bien dit. On va pas épiloguer outre mesure là-dessus. Mais on va aller sur parlant des différents leaders politiques là. À propos de Tidjane Thiam, vous avez dit récemment qu'à votre connaissance, il n'y a aucune procédure pénale contre lui.
Alors, selon vous, pourquoi il décide pas de rentrer en Côte d'Ivoire? Ah, peut-être qu'il faudrait lui poser la question directement. Moi, je suis, comme tout le monde, on est dans l'expectative. On se demande pourquoi il est à l'extérieur. On se dit, moi, en tout cas, si c'était moi, Saleh Timoko, je rentrerai au pays. Advienne que pourra. Quand vous faites la politique, vous avez un soleil qui est sous votre tête. Plus vous approchez de pouvoir, plus vous approchez de la vérité, plus les rayons du soleil sont forts. Mais si vous voulez vous mettre à l'abri de ces rayons du soleil, jamais vous n'approchez le pouvoir. Donc, il faut une carapace. Il faut des contre-coups. Et donc, moi, j'aurais pris la décision de rentrer au pays et advienne que pourra. Et donc, à ma connaissance, le président Thiam n'a pas de procès en instruction contre lui. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui. À ma connaissance, sauf si ça a été pris que nous, on ne le sait pas. Et donc, si ça n'hésite pas, à mon avis, il doit pouvoir rentrer au pays. Après, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, et c'est à son parti qu'il appartient d'aller discuter avec le pouvoir en place, ils sont au Parlement, ils ont un groupe parlementaire, de poser la préoccupation pour que peut-être des conditions soient réunies pour que les leaders rentrent au pays. Parce qu'on ne peut pas diriger un parti de façon efficace sur le long terme en étant en dehors du territoire. Tout à fait. Au vu de ces différentes stratégies qu'on les a vues lors des campagnes, des pré-campagnes, beaucoup aujourd'hui estiment que Tidjane Thiam au final est une anarque. Est-ce que vous pensez ainsi? Ah non, j'ai pas la même analyse. J'ai pas la même analyse. Chacun est le fruit de son histoire. Voilà. Chacun est le fruit de son histoire, chacun est le fruit de son éducation. Et il y a des réalités certainement que nous autres on ne maîtrise pas, qui le concernent personnellement, par rapport à sa carrière internationale, par rapport à ses ambitions politiques. Donc chacun a son écosystème dans lequel il fonctionne. Et il est arrivé dans un contexte de succession après la mort du président Henri Konan Bédié. Le PDCI majoritairement lui a fait confiance et donc c'est mis. En fait, M. Thiam et le président Ouattara ont pratiquement le même profil. Je pense qu'au niveau du PDCI, on s'est dit que avec le profil qu'il a, il a même presque le même réseau que le président Ouattara. Ça pouvait être vraiment le vrai poil à gratter qu'on pourrait utiliser pour confronter le président Ouattara. C'était un peu ça l'analyse que les gens ont faite au PDCI. Après, il y a la personnalité de l'individu. Et puis après, c'est vrai combat à lui. Donc, mais cette analyse, au final, est-ce qu'elle s'est pas avérée fausse? Comment? De savoir que c'était le poil à gratter qui pourrait faire front au président Alassane Ouattara. Est-ce qu'au final, cette analyse s'est pas avérée fausse? Parfois, il faut mieux reculer pour sauter. Parce que elle s'avère fausse dans quel sens? On voit que moi, je vous prends un petit repère historique. En 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo est face à Robert Guéhi, ouais. à Robert Guéhi, et on voit que pas face à l'escalade militaire. En son temps, il y avait la cohabitation en France avec Lionel Jospin, qui était donc premier ministre, qui était donc des socialistes, qui représentaient les socialistes. On a vu que c'est lors, parce qu'il y avait eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères, justement, parce que il y avait cette gestion du pouvoir à deux qui avait permis, ce communiqué qui avait permis tout de même que Gbagbo puisse reprendre du poil de la bête. Et puis bon, on a dit bon, celui qui a perdu, bref, ça a suivi. Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir un monsieur comme Tidjane Thiam, lorsqu'on a enlevé son nom de la liste électorale, lorsqu'il y a eu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, du moment où on pense qu'il a le même réseau que le président Alassane Ouattara, voir tout de même le président français ou les instances françaises ou à l'international quand même pondre des communiqués, et que de tout cela, on n'a rien vu. Parfois on dit aide-toi et Dieu t'aidera. Expliquez-nous. Peut-être que si le président Thiam avait été sur le terrain en Côte d'Ivoire au moment où on le retirait de la liste électorale et que son parti était mobilisé sur le terrain à revendiquer sa réintégration, à un mouvement, un rapport de force sur le terrain, peut-être que ça aurait interpellé l'extérieur. Mais ça, son parti l'a fait. Mais lui, c'est dire que quelque part son réseau, c'est pas un réseau qui est aussi fort comme d'aucuns ont pu le penser. Hein, bon, peut-être, mais je pense que moi, le combat politique, pour moi, c'est un combat de terrain. Voilà. C'est peut-être d'abord un combat de terrain. C'est pas un combat j'allais dire, de coups de téléphone, alors qu'on n'est pas sur le terrain. Pour moi, il faut être sur le terrain pour confronter un régime, et c'est à partir de cette confrontation-là que l'extérieur réagit, à mon avis. Voilà. On va revenir peut-être un peu sur le président Tidjane Thiam. Là, on parlait des 3 leaders politiques. Selon vous, quelles ont été les erreurs du président Laurent Gbagbo dans sa carrière politique? Je pense que, et ça c'est fondamentalement lié à l'individu, je pense qu'il il est trop humain. Et que dans le monde politique, parfois il faut poser la morale et l'action. On ne peut pas toujours
posait principalement la morale. Je pense que le président Gbagbo était trop humain et cette humanité forte a fait que parfois il a posé le sentiment à la décision de l'homme d'État. C'est une faiblesse que beaucoup de parmi ses opposants ont exploité. Il faut, quand on arrive au pouvoir dans le contexte qui était le sien, tout de suite poser la République, poser la sécurité du pays comme valeur absolue. On ne cherche pas à faire plaisir aux gens, alors même que des individus en dehors du pays se préparent à faire un coup d'État. Cet humanisme-là, qui a fait qu'il a ri avec tout le monde, alors que certains, en l'embrassant, avaient un couteau dans le dos, a été l'élément qui a contribué à fragiliser son pouvoir et qui, au final, l'a fait tomber. À mon avis, c'est les erreurs qu'il a commises à ce niveau-là. Premier élément. Deuxième élément, son parcours politique a été un parcours de combattant. Dans ce parcours-là, il est arrivé à des moments où il a dû s'associer avec des gens qui ne portaient pas la même colonne vertébrale idéologique. Donc le RDR qui a été conçu dans l'esprit du parti unique, puisque le RDR provient du PDCI. Quand ils sortent du PDCI pour créer le RDR, c'est parce qu'on leur a refusé, d'après eux, après Denis Kobena, la parole. Donc frustré, ils créent le RDR. Mais quand à partir de ce moment-là, le président Ouattara, qui était le premier ministre, quitte le pays après que Bédié soit devenu président, et que Bédié déclenche son combat contre le président Ouattara, et que ça vire à l'ethnicisme et aux questions ethniques, le président Gbagbo Laurent, en s'associant au RDR, donc à travers le Front républicain, en 95, à double la position du RDR contre le président Bédié. Et donc, il faut faire sauter le verrou. Quand le verrou saute, Bédié tombe et que la coalition RDR-FPI explose et que que Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, il doit tout de suite percevoir que Ouattara ayant été écarté, la question centrale du Ouattara va devenir ce qui va être l'élément qui va empoisonner son régime, et par conséquent, soit il la traite immédiatement, en se donnant les moyens de la traiter, soit il intègre directement Ouattara dans le jeu, et puis on passe à autre chose. Ils ont tenté de louvoyer, et ce louvoiement-là a abouti à la rébellion. Quand la rébellion arrive, à partir du moment où il a pratiquement gouverné sans construire des coalitions internationales, il n'avait pas les soutiens nécessaires pour aller au pouvoir. Quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000, et que le RDR demande la reprise des élections, en Afrique du Sud, il y a un président qu'on appelle Thabo Mbeki. Mais si vous vous souvenez du communiqué de Thabo Mbeki avait demandé la reprise des élections. Tout à fait. Mais à la fin, Thabo Mbeki est devenu l'un des plus grands soutiens de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays. À partir du moment où vous avez l'appareil d'État, vous pouvez construire le soutien que vous voulez à l'international. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, je rajoute quelque chose là-dessus, parce qu'après je vous ai parlé aussi du communiqué du ministère des Affaires étrangères en France en 2000, qui a doublé le président, qui n'a pas demandé la reprise. Mais après, lorsque par exemple Jospin est face à Chirac, on voit, et le président l'a reconnu après. Malheureusement, le président Laurent Gbagbo, qui a été combattu par Chirac, il va soutenir Chirac en lui donnant de l'argent. Et après, au final, qu'est-ce que Hollande dira plus tard? Laurent Gbagbo est quelqu'un d'infréquentable. Mais justement, bref, c'est pour ça qu'il a dit là, je parle d'humanisme. L'humanisme. Bon, on va pas faire le procès du président Laurent Gbagbo. Il y a tellement. Oui, c'est clair. Non, je comprends. Non, je le dis pourquoi, parce qu'il y a tellement à redire là-dessus. On essaie c'était important, cet éclairage historique qu'on est en train de faire aujourd'hui. Elle est aux antipodes des prises de position ou de quoi que ce soit. On est sur des faits réels. Tout ce que nous sommes en train de dire. Mais c'était important pour moi d'avoir, en tout cas, une personne assez indépendante comme vous sur notre plateau pour éclairer les gens. Parce que très souvent, ce sont des choses, lorsqu'on le dit, on a l'impression qu'on est contre un tel ou un tel, ou qu'on est... Non. C'est loin de là. D'ailleurs, je voulais profiter de votre antenne pour lancer un appel pour Gbagbo Laurent. Allez-y, avec grand plaisir. On ne peut pas avoir mené le combat qu'il a mené. Aujourd'hui, quand on parle de bulletin unique, c'est Gbagbo Laurent. Nous, on était tout jeunes à l'époque quand il faisait ce combat-là, mais on a suivi un peu. On parle du bulletin unique, c'est son combat.
Quand on parle des urnes transparentes, c'est son combat. À l'époque, on votait dans les caisses à code plaqué. Voilà. L'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, ben tout voilà, ça. quand on parle de la commission électorale, du vote à 18 ans, c'est son combat, ça. Commission électorale, ça, c'est son combat. Donc, voilà un homme qui va laisser un héritage politique extrêmement puissant aux générations futures. Il a été président avec les résultats qu'on a connus. Mais il ne peut pas quitter la scène politique sans laisser au futur et à l'histoire sa mémoire. J'espère qu'il est en train d'écrire ça et qu'il va laisser une documentation suffisamment fournie qui va expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et son combat personnel et les rapports qu'il a eu avec les opposants, Bédié, Ouattara et toute la classe politique ivoirienne. Et il faut qu'il laisse de la documentation qui pourrait nous orienter demain dans des choix stratégiques à faire quand on sera des responsabilités au niveau étatique. C'est extrêmement important. Moi, j'ai poursuivi même le président, enfin, l'ancien protocole du Faux-Boigny, Georges Weah, pour qu'il m'accorde une interview pour retracer toute l'histoire de la Côte d'Ivoire au temps du Faux-Boigny qu'il a vécu. Bon, on n'a pas eu cette occasion-là et on ne sait pas si on pourrait avoir des mémoires de Georges Weah. Mais lors de votre dernière rencontre avec le président Laurent Gbagbo, par rapport à cet appel que vous lui lancez là sur le plateau d'Actu People, pour honnête, et j'en suis très heureux, est-ce que vous avez eu à lui dire ça? Non, là c'était dans un contexte de crise, on a posé vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. Et j'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit, ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, ils considèrent que les autres sont des ennemis, qu'on doit abattre systématiquement. Je vous fais cette révélation-là aujourd'hui sur le plateau. Merci pour cette révélation exclusive, mais c'est tellement flagrant de savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations, aujourd'hui, des menaces sont brandies. Ouais. J'ai vécu ça. C'est sans commentaire. On va avancer.